L'histoire de mon fils dans le coma est une chose que je ne pourrai jamais effacer de ma mémoire. Là, devant le service de réanimation, mon mari a froidement exigé le divorce pour pouvoir partir en vacances avec sa maîtresse. 3 jours plus tard, l'hôpital a révélé une vérité qui a fait s'effondrer toute la famille. Mon fils gisait dans un enchevêtrement de tubes de perfusion blanc, au milieu du bip rythmique et glaçant du respirateur. Pendant ce temps, mon mari se tenait dans le couloir du centre hospitalier de la Pitié, Salpêtrière à Paris, tenant la main de sa maîtresse, et me jetait les papiers du divorce au visage. Il a dit que les billets pour leur voyage aux Maldives étaient réservés depuis longtemps, et qu'il ne pouvait pas laisser un enfant endormi gâcher le plaisir en si charmante compagnie. Mais Alexandre n'aurait jamais imaginé que 3 jours plus tard, alors qu'il profitait du paradis à l'autre bout du monde, un appel de l'hôpital réduirait son arrogance en poussière. La vérité sur son propre sang, qu'il avait renié, a plongé toute la famille dans le choc le plus terrible de leur vie. Je vous invite à suivre mon histoire. L'odeur de désinfectant du service de réanimation à l'aube restera à jamais ma plus grande obsession. Cette odeur âcre qui imprégnait chaque cheveu, cette blouse stérile qui vous fait sentir que la frontière entre la vie et la mort est aussi fragile qu'une toile d'araignée. Sur le carrelage froid, son petit visage pâle semblait minuscule à côté des équipements médicaux modernes. Soudain, le bruit de pas décidés a résonné dans le couloir désert. J'ai levé la tête, espérant que ce soit Alexandre, priant pour qu'il ait enfin une étincelle de conscience et vienne voir son fils. Mais non. Alexandre est apparu dans un costume sur mesure impeccable, avec son habituel sourire en coin. À ses côtés, Vanessa portait une robe rouge moulante, un sac de créateur à la main, et me regardait d'un œil perçant, comme si j'étais un tas d'ordures barrant son chemin. « Signe, Anne, je n'ai pas beaucoup de temps », a dit Alexandre en jetant une liasse de papier sur mes genoux. C'était un accord de divorce, entièrement rédigé en sa faveur, ainsi qu'une procuration lui permettant de vendre notre luxueuse maison de Neuilly-sur-Seine sans ma présence. J'ai regardé Alexandre, l'homme qui m'avait juré un amour éternel pendant les 8 dernières années, maintenant transformé en un étranger effrayant. « Alexandre, Léo n'est même pas encore réveillé. Le médecin dit qu'il est dans la phase la plus critique. Tu es son père. Comment peux-tu faire ça maintenant? Je te l'ai déjà dit. C'est fini entre nous depuis longtemps. Que ce gamin se réveille ou non ne change rien au fait que je veux épouser Vanessa. Regarde-toi, hagarde, négligée, assise par terre. Tu fais honte à ma famille. Anne, s'il te plaît, n'utilise pas ton enfant pour piéger Alexandre, est intervenue Vanessa d'une voix mielleuse. Pauvre petit, mais nous, les vivants, nous devons continuer à vivre. Nous avons déjà acheté notre séjour pour les Maldives. Nous décollons de Charles de Gaulle ce soir. Signe et enlève-toi ce poids des épaules. Alexandre a déjà payé les meilleurs spécialistes privés pour l'examiner aujourd'hui. C'est plus qu'humain, tu ne trouves pas? Je me suis levée d'un bond, les mains tremblant de rage. L'humiliation et le ressentiment formaient une boule amère dans ma gorge. Mon fils flottait entre la vie et la mort, et il parlait d'humanité parce qu'ils avaient payé une journée de frais d'hôpital avant de s'envoler pour s'amuser. « Dégagez d'ici! C'est une affaire de famille !» ai-je crié avant de foudroyer mon mari du regard. « Alexandre, tu veux vraiment abandonner ton fils? Juste maintenant? As-tu une once d'humanité en toi? À partir du moment où tu as laissé mon fils tomber du 2e étage sous les yeux de ma mère et des miens, tu as perdu le droit de faire partie de cette famille. Signe, et comme dernier acte de pitié, je te laisserai la vieille maison de la Creuse. Si tu t'obstines, je bloque tes cartes de crédit et je ne paie pas la clinique de rééducation privée dont le gamin aura besoin s'il se réveille. Et ne viens pas me reprocher d'être impitoyable. C'est exact, Anne, a ajouté Vanessa. Quand Alexandre se met en colère, personne ne peut l'arrêter. En plus, si tu signes vite, il sera d'assez bonne humeur pour te laisser un peu d'argent pour survivre. Si tu attends que ça passe devant le tribunal de Paris, tu n'auras rien. Je te le garantis. J'ai regardé Vanessa dans les yeux et j'y ai clairement vu sa cupidité et son triomphe. J'ai compris qu'elle avait murmuré assez de poison à l'oreille d'Alexandre pour le transformer complètement. Alexandre avait toujours été un homme macho, obsédé par les apparences. Il suffisait que Vanessa sème habilement quelques doutes pour qu'il soit prêt à tout piétiner. D'accord, je signe. Mais souviens-toi de ça. Aujourd'hui, tu tournes le dos à ton fils. Et à l'avenir, même si tu te mets à genoux et que tu supplies, je ne le laisserai jamais reconnaître un tel père. Occupe-toi d'abord de toi. Allons-y, Vanessa. Nous devons bientôt partir pour l'aéroport. Ils ont tourné les talons. Le claquement des talons aiguilles de Vanessa sur le sol semblait aussi tranchant que des couteaux dans mon cœur. J'ai pris un stylo et j'ai signé mon nom sur le papier. Alors que mes larmes brouillaient l'encre, je me suis sentie complètement vide.
J'avais sacrifié 8 ans de ma jeunesse, du sang, de la sueur et des larmes pour l'aider à construire sa carrière, pour recevoir en retour une trahison aussi éhontée. Je me suis tournée vers la porte du service de réanimation, posant ma main sur la vitre glacée. Léo, tu dois te réveiller. Maman ne peut compter que sur toi. Ne me laisse pas seule au milieu de ces gens au sang-froid. À l'intérieur, les machines continuaient de biper, monotones, sans réponse. Le couloir de l'hôpital est retombé dans un silence de mort. Je me suis assise, enlaçant mes propres épaules tremblantes. Environ 2 heures plus tard, ma belle-mère, Thérèse, est arrivée. Elle n'était pas seule. Elle était accompagnée de quelques tantes d'Alexandre. En me voyant, elle n'a posé aucune question sur l'état de Léo. Au lieu de cela, elle s'est immédiatement concentrée sur le papier que je tenais à la main. « Anne, tu as signé ? Alexandre vient de m'appeler pour me dire que tu avais accepté. »« Oui. » Il m'a forcé à signer devant la chambre de Léo en réanimation. Forcé ? Quelle bêtise. Il doit penser à son avenir. S'il reste enchaîné à toi, portant le fardeau d'un enfant alité, même une montagne d'argent ne suffirait pas. Je te le dis franchement, ne sois pas rancunière. Un homme a besoin d'une femme qui lui porte chance. Depuis que tu es entrée dans cette famille, il n'y a eu que des tempêtes. Comment peux-tu dire une chose pareille, Thérèse ? Léo est ton petit-fils. Mon petit-fils ? Oui, mais un petit-fils doit être en bonne santé, courir et sauter. Un gamin alité qui attend la mort n'est qu'un fardeau. Bon, commence à faire tes valises. Alexandre prévoit de mettre la maison de Neuilly au nom de Vanessa. Ce sera son cadeau de mariage. Mes oreilles bourdonnaient. Cette maison, nous l'avions achetée avec la moitié de l'argent de mes parents et ce que j'avais économisé pendant des années en tant que comptable. Et maintenant, de la bouche de ma belle-mère, elle devenait par magie la propriété de la maîtresse. Cette cruauté dépassait mes limites. J'ai regardé Thérèse, et pour la première fois de ma vie, il n'y avait aucune soumission dans mon regard, seulement une détermination glaciale. Dites à Alexandre que je ne quitterai pas la maison tant qu'il n'y aura pas une décision de justice définitive, et Léo non plus. Quoi qu'il arrive, il fait toujours partie de cette famille. Ne pensez pas que vous pouvez vous en laver les mains si facilement. Thérèse s'apprêtait à crier et à maudire, mais c'est à ce moment-là que le chef de service est sorti. Son visage était sévère, et il m'a regardé avec une certaine compassion. « Madame, veuillez me suivre dans mon bureau. Nous venons de recevoir les résultats d'analyse de sang complémentaires, et nous avons de nouvelles conclusions sur l'état du petit Léo. » Mon cœur s'est serré. J'ai suivi rapidement le médecin, ignorant les murmures méprisants de ma belle-mère dans mon dos. Dans le petit bureau, imprégné d'une odeur de vieux papier, le docteur Fournier a posé un dossier épais sur son bureau, m'a longuement regardé, puis a parlé lentement. « Il y a une vérité que je dois discuter avec vous en privé avant de l'annoncer à la famille. Cela va complètement changer la façon dont tout le monde perçoit l'accident du petit Léo. » J'ai retenu mon souffle, les mains jointes sous la table. Quelle vérité ? Pourquoi le médecin avait-il l'air si tendu ? Et pourquoi cette vérité était-elle liée au fait qu'Alexandre était aux Maldives ? Je n'avais aucune idée que ce que j'allais entendre serait le début d'une vengeance spectaculaire, qui forcerait les traîtres à payer avec leur honneur, et même leur vie. Le docteur Fournier a ajusté ses lunettes et a baissé la voix, rendant l'atmosphère de la pièce encore plus dense. Il a tourné à la dernière page du dossier, montrant des graphiques de chromatographie et un tableau d'analyse biochimique du sang. « Madame, nous avons trouvé des traces d'une forte dose de sédatif dans le sang du petit Léo. Ce médicament ne fait pas partie du protocole de traitement de l'hôpital et il ne peut pas apparaître dans l'organisme d'un enfant de 6 ans avec une alimentation normale, à moins qu'il n'y ait eu préméditation. » J'étais abasourdie. Ma tête tournait. Des sédatifs ? Que voulait dire le médecin ? Cela signifiait que Léo n'avait pas simplement glissé parce qu'il était un enfant hyperactif. Avant l'accident, mon enfant était sous l'influence d'une drogue qui avait temporairement paralysé son système nerveux, lui faisant perdre complètement l'équilibre. C'est pourquoi, en tombant de cette hauteur, il n'a eu aucun réflexe naturel d'autoprotection. Un frisson glacial a parcouru ma colonne vertébrale. Je me suis souvenu de cet après-midi. Alexandre avait dit qu'il était occupé en réunion et avait demandé à Vanessa d'aller chercher Léo plus tôt à l'école pour manger une glace. Quand je suis rentrée du travail, je n'ai vu que Léo, inerte sur la terrasse. Vanessa pleurait, paniquée, disant que le garçon avait fait une bêtise et était monté sur la balustrade. Était-ce possible ? Était-ce eux ? Essayez de rester calme. Nous avons aussi découvert quelque chose de très important. Regardez ces résultats d'analyse ADN et de groupe sanguin. J'ai regardé le papier que le médecin me tendait. Les symboles techniques étaient clairs, et quand j'ai compris leur signification, j'ai eu l'impression que le sol se dérobait sous mes pieds.
Cette vérité était trop effrayante. Ce n'était pas seulement une tentative de meurtre. C'était une trahison à plusieurs niveaux que je n'aurais jamais pu imaginer. Le médecin a poursuivi, sa voix trahissant maintenant une indignation contenue. On ne peut plus garder cela secret. Dans 3 jours, lorsque nous aurons les résultats officiels de l'Institut médico-légal, nous informerons la préfecture de police de Paris. Mais Anne, vous devez vous préparer mentalement, car la personne qui doit voir cela maintenant, ce n'est pas nous, mais quelqu'un qui détient la clé finale de cette affaire. Je me suis levée en tremblant. Les mots du médecin résonnaient dans ma tête. 3 jours, exactement 3 jours. Alexandre reviendrait des Maldives. Et ce serait le moment où je l'enverrais exactement là où il devait être. Mais d'abord, je devais rencontrer la personne que le médecin venait de mentionner. Qui était-ce? Pourquoi apparaissait-elle maintenant? En sortant du bureau du médecin, j'ai vu que le ciel était gris, mais en moi, la flamme de la haine et de la vengeance commençait à brûler. Avec des jambes de plomb mais un esprit terriblement clair, je suis sortie du bureau du docteur Fournier. Les chiffres du laboratoire, les indicateurs de la forte dose de sédatifs, tournaient dans ma tête. Dans le couloir, la lumière blafarde des néons se reflétait sur le carrelage, projetant mon ombre solitaire. Je me suis arrêtée devant une grande fenêtre, observant le trafic qui serpentait dans les rues animées de Paris. 8 ans plus tôt, j'avais aussi regardé cette ville, mais avec des yeux pleins d'espoir, ma main dans celle d'Alexandre, croyant aveuglément en un avenir heureux pour nous deux. Pourtant, cet avenir s'était transformé en un marécage noir, enterrant ma jeunesse et manquant de prendre la vie de mon petit garçon. À l'époque, Alexandre n'était qu'un modeste ingénieur avec un salaire misérable, luttant pour survivre en ville. Nous louions un minuscule appartement exigu dans le 19e arrondissement. Chaque fois qu'il pleuvait à verse, les canalisations se bouchaient. Je travaillais comme comptable dans une usine 8 heures par jour, et la nuit, je tenais les comptes de petites entreprises pour gagner un peu plus d'argent. Notre dîner se composait souvent de pâtes au beurre, d'une simple omelette ou d'une soupe de légumes bon marché. Pendant les hivers froids parisiens, le vent sifflait à travers les fentes des fenêtres en aluminium de mauvaise qualité. Alexandre me serrait fort sous une fine couverture usée. « Anne, je te le promets, un jour, je gagnerai beaucoup d'argent. Je t'achèterai une villa sur 3 niveaux, et tu vivras comme une reine. Tiens bon encore un peu à mes côtés. Je ne trahirai jamais ta bonté. » Les promesses d'un homme dans la pauvreté semblaient si sincères, si touchantes. J'y ai cru aveuglément. J'ai vendu tous les bijoux que mes parents m'avaient offerts pour mon mariage, et j'ai tout donné à Alexandre pour qu'il puisse lancer une petite entreprise de construction. Lorsque son entreprise a manqué de capital, j'ai hypothéqué la terre agricole de ses parents dans le Massif central pour payer ses ouvriers grâce à un prêt bancaire. Pendant les mois où il voyageait pour les chantiers, je restais à la maison, enceinte de Léo, jonglant avec les factures. Je n'osais pas m'acheter de nouveaux vêtements. Je recollais les semelles de mes vieilles chaussures pour les porter plus longtemps, espérant économiser chaque centime pour financer la carrière naissante de mon mari. Et puis, il a semblé que le ciel récompensait nos efforts. 4 ans après notre mariage, l'entreprise d'Alexandre a remporté plusieurs contrats énormes. L'argent a commencé à affluer. Nous avons acheté une villa spacieuse à Neuilly-sur-Seine, des voitures de luxe, et Léo est né dans l'abondance matérielle. Mais le prix de la richesse était trop élevé. Quand quelqu'un sort de la boue, il oublie souvent qu'il lui a tendu la main pour l'en sortir. Alexandre a commencé à changer. D'abord, il rentrait tard, prétextant des dîners avec des clients, sentant l'alcool cher et envoyant des messages pour dire qu'il ne rentrerait pas dîner. Progressivement, il a commencé à passer ouvertement des nuits loin de la maison. Le changement d'Alexandre a apporté une autre tempête en la personne de sa mère. Dès que nous avons acheté la nouvelle maison, Thérèse a quitté la campagne pour s'installer en ville, sous prétexte de s'occuper de son petit-fils, mais sa présence n'a pas apporté de rire, seulement des règles étouffantes et un mépris non dissimulé. Elle me méprisait, moi, une femme dont la beauté s'était fanée après des années d'économie et de dur labeur. Regarde-toi, quand tu te promènes avec Alexandre dans la rue, les gens pensent que tu es sa sœur aînée. Le mari est PDG, et la femme s'habille comme une paysanne négligée. Si tu ne sais pas prendre soin de toi, quand il ira chercher quelqu'un de son niveau, ne viens pas pleurer dans cette maison. Les hommes qui ont de l'argent ont besoin d'une fleur à admirer, pas d'une servante ridée. Thérèse, je m'habille simplement parce que je veux économiser pour la famille. L'argent qu'Alexandre gagne est à nous deux. Je ne veux pas le gaspiller dans des choses futiles. De toute façon, il m'aime pour ce que je suis, pas pour mon apparence. Ne me sors pas ce discours de misère partagée. Mon fils gagne cet argent à la sueur de son front. Toi, tu ne fais que t'asseoir et profiter de cette maison.
C'est lui qui prend les décisions. Tu ne peux même pas lui donner un deuxième enfant pour remplir la maison, et en plus, tu me réponds. Laisse-moi te dire, si tu ne sais pas comment garder ton mari, des dizaines de filles jeunes, belles et talentueuses sont prêtes à prendre ta place. Les mots acerbes de ma belle-mère étaient des coups de marteau quotidiens sur mon estime de moi. Et puis, ce qu'elle avait prédit s'est réalisé. Vanessa est apparue. Elle n'était pas une simple partenaire commerciale, comme Alexandre l'avait présentée. Elle était jeune, séduisante, rusée, et savait exactement comment flatter l'ego arrogant d'un homme nouvellement riche. Alexandre a commencé à critiquer les dîners que je préparais, la façon dont j'élevais Léo, et finalement, il a commencé à me critiquer ouvertement. La maison de 3 étages à Neuilly-sur-Seine était magnifique de l'extérieur, mais à l'intérieur, ses murs pourrissaient jour après jour, heure après heure. J'ai essayé de m'accrocher, j'ai essayé de changer mon apparence, j'ai essayé de supporter ma belle-mère. Tout ça, juste pour garder la famille unie pour Léo. Le garçon aimait tellement son père. Chaque fois qu'Alexandre rentrait, même s'il était ivre, Léo lui serrait les jambes et lui racontait ses histoires de l'école. Je pensais que l'amour d'un enfant serait le dernier fil qui le lierait à ce qui restait de sa conscience. Mais je me trompais, complètement. Quand un homme est aveuglé par l'argent et le désir, il est non seulement prêt à abandonner son épouse de longue date, mais aussi à agir cruellement contre son propre sang pour se frayer un chemin vers une nouvelle vie sans contrainte. Cette pourriture a atteint son paroxysme le jour fatidique où mon fils a été poussé dans le gouffre entre la vie et la mort. Les mots du docteur Fournier étaient comme un passe-partout qui a levé le voile de brouillard entourant l'accident de Léo. Appuyé contre le cadre de la fenêtre de l'hôpital, j'ai fermé les yeux. Les souvenirs de ce sombre après-midi sont revenus, nets et glaçants, dans les moindres détails. La journée avait commencé par une matinée faussement paisible. Léo portait son t-shirt de super-héros jaune préféré et son petit sac à dos. Il s'est mis sur la pointe des pieds pour me faire un bisou sur la joue, avant de monter dans la voiture pour qu'Alexandre l'emmène à l'école. Aujourd'hui, on doit couler le béton pour le 3e étage du chantier. Je vais devoir superviser toute la journée. Débrouille-toi pour récupérer le gamin cet après-midi. Je n'arriverai pas à temps, avait dit Alexandre. D'accord. J'ai un audit interne aujourd'hui à l'entreprise, mais je vais demander à mon patron de me laisser partir plus tôt. J'irai chercher Léo à 6h30. Sois prudent au travail et n'oublie pas de bien déjeuner. Alexandre s'est contenté de grogner et est parti. Je n'avais aucune idée que c'était le premier préparatif méticuleux d'une série d'actes infâmes. Vers 15h, alors que j'étais ensevelie sous une montagne de factures au bureau, mon téléphone a sonné. C'était Vanessa. À l'époque, elle ne figurait dans mon répertoire que comme son assistante immobilière. « Salut Anne, c'est Vanessa. Alexandre vient de m'appeler. Il dit qu'il est débordé sur le chantier, et il a mentionné que tu avais aussi un audit. Comme je vais voir un client près de l'école de Léo, je vais le récupérer et le ramener à la maison. D'accord? Je lui achèterai un jus de fruits et un pain au chocolat. Tu peux rester et finir ton travail. » À ce moment-là, j'étais vraiment submergée de travail, et mon patron se tenait à côté de moi, réclamant des données urgentes. En entendant sa voix serviable et enthousiaste, je n'ai eu aucun soupçon. J'ai accepté et je lui ai donné le code d'entrée de la maison. Ce fut la décision la plus erronée, la plus douloureuse de ma vie. Une décision que je regretterai jusqu'à mon dernier souffle. Vers 17h15, mon téléphone a de nouveau vibré. Cette fois, ce n'était pas une voix serviable, mais les cris de panique de Vanessa. « Anne, viens vite à l'hôpital. Léo. » Léo est tombé du balcon du 2e étage sur la terrasse. J'ai appelé le SAMU et je l'ai amené. Il saigne beaucoup. Mon Dieu, mon cœur s'est arrêté. Le téléphone est tombé par terre. Je ne me souviens pas comment j'ai quitté le bureau, ni comment j'ai crié le nom de mon fils dans le taxi. Quand je me suis précipitée aux urgences, la scène était chaotique et sanglante. Le t-shirt jaune de super-héros était déchiré et taché de rouge foncé. Mon fils gisait là, fragile et petit, la tête bandée, dans un coin du couloir. Vanessa sanglotait, le visage caché dans ses mains. Elle ressemblait à une femme profondément effrayée et repentante. « Je suis tellement désolée, Anne. » Je l'ai récupéré et je l'ai laissé regarder la télé dans le salon. Ensuite, je suis descendue à la cuisine pour lui éplucher quelques fruits. Je ne sais pas pourquoi il est monté au 2e étage et a grimpé sur la balustrade. J'ai juste entendu un grand boom, et quand je suis sortie, il était déjà sur la terrasse. Je suis désolée. Je ne voulais vraiment pas que ça arrive. Alexandre est apparu juste après. Il ne portait pas de vêtements de travail et n'était pas couvert de poussière, comme quelqu'un qui vient de quitter un chantier. Il portait une chemise impeccable,
les cheveux peignés en arrière, et sentait encore une eau de Cologne coûteuse. À ce moment-là, j'étais tellement désespérée pour mon fils que je n'ai pas prêté attention à ces petits détails. Alexandre s'est précipité, m'a attrapé et a crié. « Quelle mère es-tu? Tu n'avais qu'une chose à faire. Récupérer ton fils, et par pure paresse, tu as laissé une étrangère le faire. Si tu étais parti plus tôt du travail, ça ne serait pas arrivé. Regarde-le. S'il arrive quelque chose à mon fils, je ne te le pardonnerai jamais. » Je me suis effondrée sur le sol, pleurant sans pouvoir m'arrêter, prenant toute la faute sur moi. J'étais convaincue que c'était à cause de mon obsession pour le travail que mon fils avait subi un accident tragique. Mais quelques jours plus tard, lorsque l'état de Léo s'est stabilisé au point qu'il a pu être transféré en réanimation, je suis rentrée à la maison pour lui prendre quelques vêtements. Je suis entrée dans cette maison vide et glaciale et je suis montée directement sur le balcon du 2e étage, le lieu présumé de l'accident. Debout devant la balustrade en verre, une vague de suspicion a commencé à germer dans mon esprit. La balustrade du balcon de notre maison était très haute, plus de 20 m, avec une main courante lisse en acier inoxydable. Léo n'avait que 6 ans et mesurait à peine 10 m. Comment un enfant aurait-il pu s'agripper à ce verre glissant pour escalader une balustrade plus haute que lui? De plus, Léo avait une peur bleue du vide. Rien que de regarder en bas des escaliers, il criait pour qu'on le porte. Pourquoi un enfant aussi craintif aurait-il soudainement couru sur un balcon solitaire, grimpé dessus et serait tombé? Je me suis penchée pour regarder autour de moi sur le balcon. Les chaussons de Léo étaient soigneusement alignés contre le mur. Aucun signe de lutte ou de glissade précipitée. Je suis descendue dans le salon et j'ai regardé la petite table basse en verre. Il y avait une brique de jus de fruits avec une paille. Le garçon en avait bu la moitié. À côté, une assiette de fruits intacts. Les mots du docteur Fournier me sont revenus à l'esprit. Une forte dose de sédatif. Soudain, tout s'est assemblé d'une manière glaçante et terriblement logique. Vanessa avait récupéré Léo et lui avait donné le jus de fruits mélangé au sédatif. Lorsque la drogue a commencé à faire effet, le système nerveux de Léo a été paralysé. Le garçon est devenu somnole, a perdu le contrôle de ses mouvements et sa capacité à résister. Dans cet état, il suffisait de prendre un enfant inerte, de le placer sur la balustrade et de le lâcher. La chute libre du 2e étage aurait été masquée en un accident tragique causé par un enfant hyperactif. Alexandre n'avait jamais été sur le chantier. Il était avec Vanessa, ou du moins, il connaissait parfaitement le plan. C'est pourquoi il était arrivé à l'hôpital si élégamment et m'avait immédiatement blâmé pour détourner l'attention. Ils avaient organisé une tentative de meurtre parfaite pour se débarrasser de l'enfant, préparer le divorce, s'emparer de mes biens et être officiellement ensemble. Ce n'étaient pas des humains, mais des démons déguisés. J'ai serré les poings, mes ongles s'enfonçant dans mes paumes jusqu'au sang. Dans ce jeu, c'était à mon tour de prendre le contrôle. Debout au milieu de la maison vide, j'ai frissonné en assemblant les pièces du puzzle. L'image de Vanessa est devenue plus claire que jamais dans mon esprit. Son apparition dans la vie d'Alexandre et dans cette famille n'avait jamais été un hasard. C'était un piège méticuleusement tendu, visant directement la cupidité et l'ego d'un homme nouvellement riche aux fondations fragiles. Au début, Vanessa, se faisant passer pour une agente immobilière, s'était approchée d'Alexandre, l'aidant à trouver un terrain pour construire un nouvel entrepôt. Mais elle ne vendait pas seulement des terrains. Elle vendait aussi la fausse empathie dont les hommes comme Alexandre ont toujours soif. C'était un homme macho qui voulait être le centre de l'univers. À la maison, je lui conseillais toujours d'être prudent dans ses dépenses et de gérer rigoureusement les finances de l'entreprise, car j'étais comptable. Je voyais les trous financiers qu'il essayait de combler avec des prêts risqués. Mes conseils honnêtes n'étaient, pour Alexandre, que les jérémiades d'une épouse qui freinait un grand PDG. Et Vanessa a parfaitement compris cela. Elle ne lui a jamais conseillé d'économiser. Elle le flattait, lui peignant des scénarios d'investissement qui rapporteraient des millions. Elle le traitait comme un roi lors de soirées élégantes, lui glissant des mots doux à l'oreille pour gonfler son autosatisfaction jusqu'à l'illusion. Regarde les autres. Une femme moderne doit savoir soutenir la carrière de son mari en coulisses, sortir, nouer des relations, être belle à ses côtés. Vanessa vient de me présenter des investissements fonciers en banlieue. Si on les revend en quelques mois, on double notre argent, et toi, tu as toujours le nez dans les petites factures d'eau et d'électricité. Ta vision ne dépassera jamais les murs de la cuisine. Ce sont les mots qu'Alexandre m'a jetés au visage lors d'un dîner il y a 4 mois, lorsque j'ai découvert qu'il avait arbitrairement retiré 150 000 € de notre compte commun pour les donner à Vanessa en investissement. J'ai essayé de l'arrêter. J'ai pleuré. Je l'ai supplié de récupérer cet argent.
car c'étaient nos économies destinées à rembourser le prêt hypothécaire de notre maison. Mais Alexandre ne m'a pas écoutée, complètement manipulée par elle, convaincue qu'elle était sa bonne étoile. Vanessa était très rusée. Elle n'a pas immédiatement sauté pour usurper le rôle de l'épouse. Elle a joué le rôle de l'assistante efficace, de la petite sœur adoptive. Elle m'appelait toujours gentiment lorsqu'elle venait chez nous. Elle achetait des cadeaux pour Léo et des vitamines coûteuses pour ma belle-mère. Avec cette ruse malveillante, elle a complètement conquis Thérèse. Les plus discrètes sont les pires. Le terrain en banlieue de Lyon dans lequel Alexandre avait investi était un projet fantôme. Une escroquerie sophistiquée que Vanessa avait conçue avec des complices externes pour siphonner son argent. Lorsque les 150 000 € ont disparu, l'entreprise d'Alexandre s'est retrouvée au bord de la faillite, avec des créanciers à ses trousses et la banque sur le dos. Au lieu de me l'avouer, il est retourné voir Vanessa pour de l'aide, et c'est là qu'elle a élaboré le plan pour s'emparer de tous mes biens et de ceux de mon fils. La villa de Neuilly où nous vivions était en propriété commune. Mon nom figurait également sur l'acte de propriété. S'il voulait la vendre pour payer ses dettes ou s'enfuir avec l'argent, Alexandre avait besoin de ma signature. Mais je n'aurais jamais accepté de vendre le seul foyer de mon fils pour payer ses frasques et ses péchés. Alexandre, Anne est trop têtue. Elle ne signera jamais la vente de la maison. Selon la loi, si vous divorcez maintenant, le juge lui attribuera la maison, car elle a la garde de l'enfant. Nous ne pourrons jamais la vendre. Mais, si par malheur, le gamin ne survit pas, elle perd son droit légal de rester dans la maison. Tu pourrais la forcer à vendre. Vous partageriez les biens, et nous aurions plus qu'assez d'argent pour déménager dans un autre pays. On ne peut pas se laisser couler ici. Je n'ai pas entendu ces murmures démoniaques de mes propres oreilles, mais maintenant, en reliant tous les détails, je peux dire avec certitude que c'était leur plan. Cette villa valait plus de 5 millions d'euros. Ils savaient parfaitement que la seule façon de me mettre à la porte de ma propre maison et de liquider ce bien était d'éliminer celui qui me donnait le droit légal d'y vivre, mon propre fils. Si le garçon mourait, sous le prétexte de l'accident, ils auraient pu forcer la vente immédiate de la maison. De plus, en me reprochant de ne pas avoir surveillé mon fils, Alexandre aurait utilisé cela comme une arme morale, me forçant à signer le divorce et à céder la maison sous la pression de sa mère et de ses proches. Un plan cruel, parfait jusqu'à la moindre fissure. Il ne voulait pas seulement nous voler, il voulait aussi prendre la vie d'un garçon innocent de 6 ans pour gagner la liberté et l'argent. Mon cœur s'est déchiré comme si quelqu'un le découpait avec un couteau. Vanessa, avec la malice d'une croqueuse de diamants professionnelle, avait semé le mal dans l'esprit d'Alexandre. Et lui, un père, un mari, par lâcheté, cupidité et désir, avait comploté avec sa maîtresse pour tuer son propre sang. Cette cruauté n'était pas un crime passionnel. Elle avait été méticuleusement planifiée. Ils avaient choisi le jour où j'étais le plus occupée, le moment où personne n'était à la maison, et avaient utilisé un sédatif pour priver un enfant de sa capacité à se défendre. J'étais sur le balcon, le vent glacial fouettant mon visage. Les larmes qui coulaient sur mes joues n'avaient plus le goût salé et faible de l'apitoiement. Elles étaient épaissies par le goût de la haine. Ils pensaient que je n'étais qu'une femme stupide, capable seulement de pleurer et de se résigner. Ils pensaient que leur piège avait parfaitement fonctionné et qu'ils pouvaient tranquillement monter dans leur avion, s'envoler pour les Maldives et se prélasser sur le sang de mon fils et le mien. Mais ils avaient tort. Aussi intelligents qu'ils se croyaient, la justice divine existe. Le ciel a laissé un dernier souffle à mon fils et m'a laissé la preuve, fournie par un médecin dévoué. Il m'avait poussé au plus profond de l'enfer, mais j'allais justement utiliser le feu de cet enfer pour réduire leur sale avenir en cendres. L'arrivée de Vanessa était un cauchemar, mais ce cauchemar m'a appris à devenir une mère prête à tout, pour rendre justice à son enfant. De retour au service de réanimation, le couloir de l'hôpital à minuit était d'un silence sinistre. La lumière blafarde des néons se reflétait sur le sol, créant une atmosphère froide et solitaire. J'étais assise sur une chaise en plastique dur, serrant mes genoux. Mon regard était fixé sur la porte vitrée fermée de la chambre. Le son du respirateur et du moniteur cardiaque produisait des bips secs et monotones, par intermittence. Chaque bip qui résonnait était une nouvelle étreinte sur mon cœur. À cette heure-là, Alexandre et Vanessa devaient être installés dans la cabine de la classe affaires de leur vol de fin de soirée, levant des coupes de champagne pour célébrer leur plan parfait. Ils aspiraient aux plages de sable blanc et au luxe de Malais. Pendant ce temps, j'étais ici, à compter chaque respiration angoissante de mon fils de 6 ans, flottant à la frontière entre la vie et la mort. En tremblant, j'ai sorti mon téléphone de mon sac et j'ai appelé un avocat pénaliste qu'on m'avait recommandé.
J'avais besoin qu'il engage des poursuites judiciaires urgentes le lendemain matin pour geler les avoirs d'Alexandre et enquêter sur ce qui s'était réellement passé dans ma maison. L'avocat a demandé une provision de 2000 euros, une somme que je pensais avoir en abondance. J'ai ouvert mon application bancaire pour lui transférer l'argent. Sur mon compte courant personnel, il ne restait guère plus de 100 euros. J'ai rapidement basculé sur le compte d'épargne commun à mon nom et à celui d'Alexandre, où je gardais les 25 000 euros durement épargnés. L'écran a chargé pendant quelques secondes, puis a affiché un chiffre qui m'a paralysé. Solde disponible. 0 euros. L'historique des transactions montrait clairement que la totalité des 25 000 euros avait été virée par Alexandre sur un compte inconnu au nom de Laura, le vrai nom de Vanessa. Le même jour, à 17 heures, juste avant de venir à l'hôpital me jeter le divorce au visage. Non seulement ils avaient comploté pour tuer mon fils et voler ma maison, mais ils avaient aussi vidé la famille de son dernier centime pour financer leur sale voyage. La rage m'a submergée. Je me suis mordu les lèvres jusqu'au sang. Ils avaient acculé ma famille dans une impasse. Ils voulaient couper tout espoir de traitement médical pour Léo. Je me suis présentée au guichet de facturation en pleurant. La caissière m'a regardée avec pitié, mais ne pouvait pas contourner le règlement de l'hôpital. Les mains tremblantes, j'ai reculé, faisant défiler les contacts de mon téléphone à 1 heure du matin. À qui pouvais-je emprunter? Mes parents, à la campagne, étaient âgés et fragiles. Ils avaient péniblement économisé un peu d'argent pour leur retraite. Je ne pouvais pas les appeler avec de mauvaises nouvelles au milieu de la nuit. Ils pourraient avoir une crise cardiaque sous le choc. En dernier recours, j'ai appelé Thérèse. Aussi cruelle qu'elle soit, Léo était toujours le premier petit-fils de la famille. J'espérais qu'à la vue de la vie ou de la mort de son propre sang, elle s'adoucirait. « Allô? Pourquoi appelles-tu à cette heure-ci? Tu ne laisses même pas les personnes âgées dormir? Thérèse. Je t'en supplie. J'ai besoin de toute urgence de 1500 euros pour payer un avocat et quelques spécialistes privés pour évaluer le cas de Léo. Je soupçonne que sa chute n'était pas un accident. Alexandre a vidé notre compte commun. Prête-moi l'argent, et demain matin, j'emprunterai à des amis pour te rembourser. Je t'en supplie. Te prêter de l'argent? Tu es sa mère et tu travailles depuis des années. Où as-tu caché ton argent pour venir pleurer chez moi maintenant? Alexandre a investi tout son argent dans l'entreprise, et je n'ai pas d'épargne retraite à te donner. Je te l'ai dit, cette grossesse n'a jamais porté chance. C'est comme ça qu'il est tombé. Et même si on le sauve, il sera inutile, un fardeau pour cette maison. Pourquoi insistes-tu? Dis au médecin de débrancher les machines, qu'on se débarrasse de ce fardeau. Une boule s'est formée dans ma gorge, et je n'ai pas pu prononcer un seul mot. Débrancher les machines. C'étaient les mots d'une grand-mère. Elle préférait laisser mourir son petit-fils pour économiser de l'argent, pour éviter un fardeau. Au lieu de sortir quelques milliers d'euros pour lui sauver la vie. Toute la famille de mon mari était composée de monstres au sang-froid. Il ne restait plus une once d'humanité dans cette lignée pourrie. Bon, arrête de faire ta comédie. Alexandre a déjà décidé de te quitter. Même si tu te mets à genoux, je ne te donnerai pas un centime. Assume les conséquences de ta propre incompétence. La tonalité de fin d'appel a retenti froidement dans mon oreille. J'ai lentement baissé le téléphone. Mon cœur ne saignait plus. Il était complètement gelé. Un silence effrayant a envahi mon esprit. Je ne pleurais plus. Les larmes ne pouvaient pas sauver mon fils. La faiblesse ne pouvait pas venger mon fils. Ils voulaient m'acculer. Ils voulaient que je m'effondre, vaincu, sous leur mépris. Mais ils avaient sous-estimé l'instinct d'une mère. Quand une mère est poussée à bout, elle peut devenir plus impitoyable et plus calculatrice que n'importe quel ennemi. J'ai rouvert mon téléphone et je suis allée sur les réseaux sociaux. Vanessa venait de publier une nouvelle photo. 2 verres de vin sur la table vitrée de la classe affaires d'un avion, avec une légende mielleuse. Un nouveau départ au paradis, laissant derrière nous la vieille vie pourrie. J'ai fixé cette photo, gravant chaque mot, chaque image dans mon cerveau. Profitez bien, buvez autant que vous voulez. Votre paradis ne durera que 3 jours. Cette nuit blanche, sans cligner des yeux une seule seconde, je suis restée assise devant la porte du service de réanimation. J'étais comme un animal blessé léchant ses plaies, aiguisant silencieusement ses griffes, attendant l'aube pour commencer une vengeance impitoyable. À 9 heures du matin, j'ai quitté l'hôpital et je me suis rendue directement au mont-de-piété dans le Marais, qui venait d'ouvrir. J'ai retiré le collier en or que ma mère m'avait offert pour mon mariage, puis l'alliance de mon doigt. Cette bague, avec laquelle Alexandre s'était agenouillé devant moi 8 ans plus tôt, n'était plus un symbole d'amour pour moi, juste un morceau de métal inutile. Le préposé m'a regardé avec pitié, voyant une femme hagarde aux yeux gonflés qui, dès le matin, venait mettre en gage ses bijoux. Il m'a donné 2000 euros.
J'ai serré les billets dans ma main et je les ai virés à l'avocat. Le matin du deuxième jour du coma de Léo, le couloir de l'hôpital a commencé à s'animer des bruits de pas et des conversations des familles des patients. Je continuais de m'affaisser devant la porte vitrée, comme une branche sèche attendant le moindre coup de vent pour se briser. Je n'avais pas dormi de la nuit, fixant la lumière clignotante du moniteur cardiaque de mon fils. Seul le sourire matinal de Léo ce jour-là et les froids papiers du divorce qu'Alexandre m'avait jetés au visage tournaient en boucle dans ma tête. Je n'avais même pas complètement repris mes esprits lorsqu'un groupe de parents s'est approché depuis les ascenseurs. Le groupe était mené par Thérèse, suivie de 2 tantes, les mêmes qui, lors des baptêmes et des communions, me louaient toujours d'être une épouse et une belle-fille exemplaire. Mais aujourd'hui, leur expression était complètement différente. Thérèse s'est approchée, sans jeter un regard vers la chambre du malade, a croisé les bras et m'a toisé. Ses yeux perçants dégoulinaient de mépris. À quoi ça sert de rester assise là comme un meuble? Le garçon va-t-il se réveiller? Tu es un oiseau de mauvais augure. Depuis que tu es entré dans cette maison, tu n'as apporté que le malheur. Tu ne sais même pas récupérer ton propre fils. Tu l'as laissé tomber et se fracasser la tête, et maintenant tu es là à pleurer. Tu veux apitoyer qui? Une tante à côté d'elle a renchéri, étirant chaque syllabe à voix haute pour que tout le monde aux alentours entende. Les femmes obsédées par leur travail et qui négligent leurs enfants ne méritent pas d'être mères. Regarde Alexandre. Il travaille jour et nuit sur les chantiers pour t'entretenir. Toi, tu profites de la vie à la maison et tu n'es même pas capable de surveiller un gamin. Maintenant, il est dans un état végétatif. Et tout l'argent du monde ne le guérira pas. Et en plus, j'entends que tu refuses de signer le divorce. Tu prévois d'enchaîner Alexandre pour qu'il porte ce fardeau toute sa vie? Leurs mots étaient comme des flèches empoisonnées, plantées droit dans mon cœur. J'ai levé les yeux vers ces visages qui prétendaient être les parents de sang de mon fils. Leur petit-fils flottait entre la vie et la mort. Et pourtant, la seule chose qui les intéressait n'était pas la sécurité de l'enfant, mais comment me mettre à la porte de la maison et protéger l'argent et l'avenir de leur précieux fils. La société est parfois ridiculement cruelle. Quand une famille est en paix et que l'homme a de l'argent, on vous loue. Quand quelque chose arrive aux enfants, toute la responsabilité incombe à la mère, peu importe la vraie cause. Thérèse, Léo est mon fils, mais il porte aussi votre sang. Peut être que vous ne l'aimez pas, mais comment pouvez-vous dire des mots aussi cruels alors que le garçon est en train de mourir à l'intérieur? Vous voulez me forcer à signer pour qu'Alexandre puisse légalement vendre la maison et dépenser l'argent avec sa maîtresse? Les yeux de Thérèse se sont écarquillés. Elle a pointé son doigt vers mon visage, et sa voix stridente a résonné dans tout le couloir. N'ose pas parler comme ça. Si Alexandre a quelqu'un d'autre, c'est parce que tu n'as pas su le garder, parce que tu as donné naissance à un gamin malade et inutile. Vanessa est enceinte d'un garçon. Un garçon en bonne santé qui portera chance à la carrière de mon fils. Toi et le garçon qui est couché là, vous n'êtes que des fardeaux. Si tu as un peu de bon sens, fais tes valises et pars. Ne nous oblige pas à faire appel à des avocats. Cette maison appartient à mon fils. Tu n'auras pas un centime. Je me suis soudainement levée. Mes jambes tremblaient d'épuisement, mais je gardais le dos droit. Je ne pleurais plus. Mes larmes s'étaient taries la nuit précédente. J'ai regardé ma belle-mère dans les yeux, prononçant chaque mot lentement, mais aussi tranchant que du verre brisé. La moitié de cette maison a été payée par mes parents, et elle contient 6 ans de ma sueur, à travailler en double poste pour rembourser le prêt. Vous dites que Vanessa attend un garçon qui portera chance. Attendez de voir si cette chance élèvera Alexandre au ciel, ou si elle plongera toute votre famille au fond du gouffre. Dites à Alexandre que je ne signerai aucun papier tant qu'on ne saura pas ce qui est arrivé à Léo. Oh, regarde-moi cet effronté. Quel personnage. On verra bien combien de temps durera ton arrogance. Reste avec ton misérable et va vivre sous un pont. Le groupe s'est détourné avec indignation, partant en me maudissant, me traitant d'impudique et d'insolente. Je suis restée figée, m'agrippant fermement à la chaise. Ils étaient déterminés à être impitoyables. Ils avaient renié leur propre sang pour une femme qu'ils venaient de rencontrer et un fœtus qui n'avait même pas encore de forme. Ils m'ont traité d'oiseau de mauvais augure, ont traité Léo de fardeau. Mais ils ne savaient pas que Vanessa et Alexandre étaient les vrais monstres qui avaient tenté de voler l'avenir de leur propre sang. Le couloir de l'hôpital bruissait de murmures. Des regards de pitié et de curiosité se sont tournés vers moi, mais je m'en fichais. Je me suis retournée pour regarder à travers la vitre transparente, où Léo restait dans un sommeil profond. Fils, je n'abandonnerai pas. Leurs médisances ne feront qu'alimenter ma force. Je resterai ici, à attendre le 3e jour, à attendre que ces résultats médicaux soient le verdict qui détruira ces démons, qu'ils soient fiers, qu'ils pensent m'avoir acculé,
car dans cette partie d'échecs, rira bien qui rira le dernier. 3 jours se sont écoulés, lentement et douloureusement, comme un siècle entier. Pendant ces 3 jours, j'ai vécu de soupe en briques et de morceaux de pain sec que les infirmières m'offraient par pitié. J'avais des cernes sombres sous les yeux, les cheveux en désordre, et tout mon corps était épuisé par le manque de sommeil et la vigilance constante. Pendant ces 3 jours, Alexandre n'a pas appelé une seule fois, ni envoyé un seul message pour demander si son fils était vivant ou mort. J'ai appris par des amis communs qu'il séjournait avec Vanessa dans un complexe hôtelier 5 étoiles aux Maldives. Il postait des photos, participait à des dîners aux chandelles et achetait des vêtements de créateurs, gaspillant l'argent. La cruauté d'Alexandre avait atteint un niveau inhumain. Le matin du 3e jour, alors que je réussissais à fermer les yeux un instant sur le banc, une infirmière a couru vers moi et m'a secoué l'épaule. Le docteur Fournier demande à ce que vous vous rendiez dans la grande salle de conférence de l'étage. Pas son bureau privé, mais la salle de conférence. Mon instinct maternel m'a dit « Le moment décisif est arrivé ». Je me suis rapidement lissé les cheveux, me suis lavé le visage à l'eau froide dans les toilettes publiques. Le docteur Fournier, l'administrateur de l'hôpital, était là, ainsi que 2 inspecteurs en civil de la préfecture de police de Paris. L'atmosphère était solennelle et tendue. Le médecin m'a invité à m'asseoir en face de lui. Sur la table se trouvaient 2 dossiers scellés épais. « Madame, nous avons les résultats officiels de l'expertise médico-légale. Préparez-vous, car ce que nous allons annoncer ne concerne pas seulement l'état du petit Léo, mais aussi une vérité médicale sur votre mari. Docteur, inspecteur, s'il vous plaît, parlez. Je me prépare au pire depuis 3 jours. Mon fils va-t-il vivre ?» Le médecin a poussé un soupir de soulagement et m'a offert un rare sourire réconfortant. « C'est la première bonne nouvelle. Léo a dépassé la phase critique. Le sédatif dans son sang s'élimine bien grâce au protocole de filtration continue. Bien qu'il ait subi un traumatisme cérébral suite au choc, heureusement, son système nerveux central se rétablit. Il pourrait se réveiller dans les 24 à 48 prochaines heures. » J'ai commencé à sangloter de manière incontrôlable. Pour la première fois après tant de jours sombres, je pleurais de soulagement et de bonheur. Mon fils était vivant, mon Léo avait obstinément survécu. J'ai joint les mains et baissé la tête, remerciant à plusieurs reprises les médecins. Mais ma joie naissante a été interrompue par l'expression sévère des 2 inspecteurs. « Madame, la bonne nouvelle, c'est que le garçon a survécu », a dit l'un des inspecteurs. Mais la mauvaise nouvelle pour celui qui l'a blessé, c'est que les résultats confirment que le niveau de diazépam dans le sang de l'enfant était 10 fois supérieur à la dose autorisée pour un adulte. Cette drogue a été dissoute dans des sucs gastriques, plus précisément dans du jus de fruits. Cela correspond parfaitement à vos soupçons concernant la brique de jus de fruits trouvée sur les lieux. La préfecture de police a ouvert une enquête pénale pour tentative de meurtre. Mon torse se soulevait, le crime était découvert. Vanessa ne pouvait pas s'échapper, et Alexandre, en tant que complice ou co-auteur, ferait également face à la justice. J'ai dégluti difficilement, essayant de garder ma voix stable. « Inspecteur, la personne qui a récupéré mon fils ce jour-là était Vanessa, la maîtresse de mon mari. Ils sont actuellement en vacances aux Maldives. Ils ont fait ça pour me forcer à divorcer et pour prendre la maison, car elle prétend être enceinte de l'enfant de mon mari. » À ce moment-là, le 2e inspecteur s'est doucement raclé la gorge. Il a sorti un 2e dossier de police de sa mallette. « Madame, c'est le 2e tournant. Pour établir le mobile de la tentative de meurtre et de la fraude, un juge nous a autorisés à suivre tous les comptes et dossiers personnels de votre mari. Au cours de nos recherches, nous avons trouvé un rapport médical caché dans un coffre-fort de son bureau, émis par une clinique de fertilité privée de Paris il y a 8 mois. J'ai froncé les sourcils, complètement confuse. Une clinique de fertilité. Il y a 8 mois, Alexandre m'avait dit qu'il était en voyage d'affaires à Lyon. Un rapport de fertilité ? Et quel était le rapport avec cette affaire ? L'inspecteur a ouvert directement le dossier et a pointé la conclusion de la clinique privée sur la dernière page. Regardez par vous-même. Le diagnostic d'il y a 8 mois établit qu'Alexandre souffre d'azoospermie idiopathique. Cela signifie qu'en raison de complications d'atrophie testiculaire, il y a absolument 0 spermatozoïde dans son sperme. C'est une stérilité absolue. Il ne peut pas avoir d'enfant naturellement, et même les chances avec des interventions médicales sont inférieures à 1%. Je suis restée figée, comme si la foudre m'avait frappée. Stérilité absolue. Si Alexandre était stérile depuis 8 mois, alors le fœtus dans le ventre de Vanessa, le garçon dont lui et sa mère se vantaient fièrement. De qui était cet enfant ? Vous comprenez ce que cela signifie, n'est-ce pas ? A poursuivi le médecin. Votre mari a été victime d'une énorme escroquerie. Sa maîtresse n'est pas enceinte de son enfant.
Elle a simulé la grossesse pour le faire chanter, le forcer à divorcer, prendre ses biens et, ce qui est encore plus cruel, l'a incité à tuer son seul fils biologique. Il a détruit sa propre famille pour le bâtard d'un autre homme. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Je suis restée assise sur ma chaise, pétrifiée, jusqu'à ce qu'un rire étouffé éclate de ma gorge. Un rire amer, plein de ressentiment, mais rempli d'une satisfaction absolue. Le karma. Le karma était arrivé, rapide et brutal, mais parfaitement juste. Alexandre m'avait renié, moi et Léo, violant ses vœux de mariage pour courir après une jeune maîtresse, pensant obtenir un héritier et une fortune colossale. Pourtant, il n'était qu'une marionnette stupide manipulée par une croqueuse de diamants qui l'avait rendu si cocu qu'il ne pouvait même plus lever la tête. Dieu voit tout. Les gens cruels se croient toujours les plus malins. Mais ils finissent par mourir de leur propre cupidité et de leur stupidité. J'ai serré le dossier dans mes mains. D'accord, vous êtes bien heureux aux Maldives, n'est-ce pas, Alexandre? Eh bien, profitez-en, car lorsque vous descendrez de cet avion, ce n'est pas une nouvelle maison qui vous attendra, mais un verdict pour tentative de meurtre et la vérité la plus humiliante qu'un homme macho comme vous puisse jamais supporter. La pièce vient d'atteindre son apogée. Le rapport médical à la main, je suis sortie dans le couloir et j'ai cherché le coin le plus isolé près de la cage d'escalier. Le vent qui s'engouffrait par la fenêtre apportait le froid de l'hiver parisien imminent, mais à l'intérieur, un feu impitoyable me brûlait. J'ai regardé l'écran de mon téléphone. J'avais encore la photo que Vanessa avait postée quelques heures plus tôt. Elle portait un bikini provoquant, la tête appuyée sur l'épaule d'Alexandre sous le soleil éblouissant des Maldives. Il se prélassait dans un bonheur illusoire, construit sur le sang de mon fils. Le docteur Fournier avait raison. Je n'avais pas besoin d'attendre 3 jours son retour. Je voulais moi-même porter le coup final alors qu'il était au sommet de sa satisfaction, pour qu'il ressente ce que c'est que de tomber tout droit au fond de l'enfer. J'ai déverrouillé l'écran et j'ai appelé Alexandre sur WhatsApp. Ça a sonné longtemps. La sonnerie d'attente était une chanson romantique écœurante de douceur, que Vanessa lui avait sûrement fait installer. J'ai attendu patiemment, mon rythme cardiaque d'un calme inhabituel. À la 5e sonnerie, l'appel a été pris. De l'autre côté, le bruit des vagues de l'océan, de la musique de fond et des rires féminins me sont parvenus avec une clarté totale. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu appelles? Si tu as déjà signé les papiers du divorce, dépose-les au tribunal et ne gâche pas mes vacances. Ou alors le gamin est mort et tu veux que je revienne pour l'enterrement? Je te préviens, je n'ai pas le temps. Appelle ma mère et débrouillez-vous. Ces mots, sortis de la bouche de ce père, étaient si froids et impitoyables que si j'avais été la même femme qu'il y a 3 jours, je me serais probablement effondrée en hurlant. Mais maintenant, je me suis contentée de sourire avec mépris. Alexandre, tu vas être déçu, mais Léo n'est pas mort. Le médecin vient de m'informer qu'il a dépassé la phase critique et qu'il se réveillera bientôt. Les sédatifs que ta maîtresse a mis dans son jus de fruits n'ont pas suffi à lui ôter la vie. Quoi? Quelle bêtise tu racontes? Quel sédatif? Tu es devenue folle. Ne viens pas me raconter tes mensonges. C'est toi qui as fait tomber le gamin, et maintenant tu accuses les autres. Je te préviens, je te poursuivrai pour diffamation. C'est qui, chérie? Est intervenue la voix aiguë et minaudière de Vanessa. Allons, pourquoi tu écoutes cette folle? Raccroche, viens nager avec moi. L'eau est magnifique. J'ai senti la panique dans la voix d'Alexandre. Mais il essayait toujours de paraître dur. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai durci ma voix, articulant chaque mot avec soin pour être sûr qu'il n'en manque aucun. Eh bien, qu'il nage, car bientôt il nagera dans une cellule de prison. L'Institut médico-légal a déjà les résultats des analyses de sang de Léo. La préfecture de police a ouvert une enquête pour tentative de meurtre. Mais peu importe. Laissons ça à la justice. La raison principale de mon appel est de t'offrir un cadeau exclusif pour célébrer votre voyage. Alexandre, à quoi tu joues? N'essaie pas de me faire peur. Je n'ai rien fait de mal. Regarde ta conversation WhatsApp. Je viens de t'envoyer quelques photos. Regarde-les attentivement, surtout la conclusion imprimée en rouge sur la dernière page. Je suis restée silencieuse, attendant. Environ 10 secondes plus tard, j'ai entendu Alexandre halter et un bruit sourd, comme si quelqu'un avait laissé tomber quelque chose sur le sable. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Où as-tu eu ce faux document? Quand est-ce que j'ai été examinée en urologie? C'est quoi cette histoire de stérilité absolue? Menteuse, tu as engagé quelqu'un pour falsifier un rapport médical pour détruire mon bonheur avec Vanessa, n'est-ce pas? Regarde bien le cachet de l'hôpital. Il y a 8 mois. La semaine où tu as dit que tu étais en voyage d'affaires à Lyon,
Tu étais en fait hospitalisé dans cet hôpital pour être opéré d'une complication d'atrophie testiculaire. Tu me l'as caché. Tu l'as caché à tout le monde à cause de ta fierté de macho ridicule. C'est le docteur Fournier qui t'a traité. Si tu n'as pas un seul spermatozoïde, le bébé que porte ta chère Vanessa est l'œuvre du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. Vanessa, viens ici tout de suite. C'est le bâtard de qui, ça? Putain, tu m'as trompé. Qu'est-ce qui te prend? Lâche-moi, tu me fais mal. Qu'est-ce que cette salope t'a envoyé pour que tu la croises aveuglément? Tu crois une folle au lieu de ta future femme? Cet enfant est le tien. Le fruit de notre amour. Ne l'écoute pas, elle veut juste nous séparer. À travers le téléphone, j'entendais clairement la bagarre. Alexandre hurlait comme une bête sauvage blessée, tandis que Vanessa criait et pleurait, niant tout en bloc. L'arrogance et le triomphe d'Alexandre s'étaient complètement effondrés. Il avait toujours été un homme extrêmement fier, qui se vantait de sa virilité. Découvrir qu'il était stérile avait dû être un coup mortel qu'il avait dû cacher. Maintenant, réalisant amèrement qu'il avait été trompé et qu'il allait élever l'enfant d'un autre homme, le sentiment d'humiliation devait lui faire plus mal que 1000 coups de couteau. C'est écrit noir sur blanc. L'hôpital confirme que je suis complètement stérile, et tu as encore le culot de nier? Tu couches ailleurs et tu veux que je paie la note, salope? Tu m'as poussé à quitter ma femme et mon fils, à faire des choses horribles, pour t'épouser, et il s'avère que tu n'es qu'une escroc. Je vais te tuer. Les jurons et les bruits de coups ont résonné comme le tonnerre. J'ai entendu du verre se briser et les cris à glacer le sang de Vanessa, appelant à l'aide le personnel de l'hôtel. Debout au milieu du couloir de l'hôpital, écoutant ce bruit chaotique venant d'un endroit à des milliers de kilomètres, un sourire glacial s'est dessiné sur mes lèvres. La comédie qu'ils avaient si durement mise en scène se terminait de la pire des manières. Profite bien de tes vacances, mon cher ex-mari. Ne te presse pas de rentrer. La police, les papiers du divorce et un acte d'accusation pour tentative de meurtre t'attendent à la maison. N'oblige pas la loi à émettre un mandat d'arrêt international. Cela ne ferait que détruire encore plus ton masque de PDG. J'ai raccroché, sèchement et froidement. Je n'avais pas besoin d'entendre plus de supplications ou d'insultes. Mon cœur se sentait maintenant léger. Une étrange sensation de satisfaction a envahi mon corps. Je lui avais enlevé ce qui comptait le plus pour lui, son ego et sa foi en l'avenir. Il avait détruit sa propre famille et tenté d'assassiner son unique fils, pour se retrouver avec une énorme paire de cornes et les mains vides. C'était le prix à payer pour une trahison aussi cruelle. Je me suis retournée vers le service de réanimation, tandis que mon cerveau commençait à planifier les prochaines étapes pour mettre Vanessa et Alexandre en prison, ne leur laissant aucune chance d'échapper à la punition de la loi. Après avoir raccroché, je savais que je ne pouvais pas me contenter d'une victoire momentanée. Psychologiquement, Alexandre était brisé. Mais la nature d'un homme d'affaires corrompu pourrait le pousser à essayer d'échapper à sa responsabilité dans la chute de Léo et à rejeter toute la faute sur Vanessa. Et Vanessa, avec sa ruse d'escroc professionnel, chercherait sûrement une issue de secours, ou inventerait une autre histoire pour se faire passer pour une victime. Je devais rassembler toutes les preuves sur sa véritable identité, sa fausse grossesse, et la personne qui tirait les ficelles derrière tout ce plan pour voler la famille de mon mari. J'ai immédiatement appelé Nora. C'était ma meilleure amie de l'université. Nora n'était pas seulement une amie, mais aussi une détective privée expérimentée, spécialisée dans les affaires d'infidélité et de fraude à Paris. Dès l'instant où j'ai senti que l'accident de Léo n'était pas normal, je lui avais demandé de suivre discrètement chaque mouvement de Vanessa. L'appel s'est rapidement connecté. « Allô Anne, comment va Léo ?» J'étais nerveuse toute la matinée, mais je n'osais pas appeler au cas où tu serais occupée. « Léo est hors de danger, Nora. Le médecin dit qu'il se réveillera aujourd'hui ou demain. Mais on en parlera plus tard. Qu'as-tu découvert sur Vanessa? Elle est aux Maldives avec Alexandre. Je viens de lâcher la bombe sur sa stérilité pour qu'il s'entredéchire. Maintenant, j'ai besoin de preuves solides pour enfermer cette femme avant qu'elle ne puisse s'enfuir. Tu as agi si vite. Bien, écoute ça. Les paroles de Nora ont révélé le profil de Vanessa. Elle ne venait pas d'une bonne famille et n'était pas une experte en immobilier. Son vrai nom était Laura. Elle faisait partie d'un gang d'escrocs qui ciblait les hommes nouvellement riches ou crédules. Sa tactique consistait à jouer la gentille fille et à proposer de faux investissements pour plumer ses victimes. Et la partie éclatante, la grossesse qu'elle portait, était une fraude spectaculaire. Tu sais quoi, Anne? J'ai contacté quelques connaissances à la maternité privée où elle s'était taguée et avait posté des photos sur les réseaux sociaux. Le médecin a confirmé qu'elle n'est pas enceinte. Toutes les échographies et les rapports médicaux qu'elle a montrés à Alexandre sont des faux, retouchés sur Photoshop. Elle a acheté un ventre en silicone, comme celui que les actrices utilisent.
Comme Alexandre voyageait toujours, et quand il revenait, elle trouvait des excuses pour ne pas qu'il la touche, prétendant avoir besoin de repos alité, il ne s'est jamais rendu compte de rien. J'ai écouté cela avec un frisson. Le niveau de sa sophistication et de sa méchanceté dépassait tout ce que j'avais imaginé. Un ventre en silicone et quelques faux papiers médicaux avaient suffi à aveugler toute ma belle famille et à pousser un homme à commettre un acte de sang-froid contre son propre fils. Et ce n'est pas tout, Anne. Cette fille ne travaille pas seule. Elle a un vrai petit ami, Marc, surnommé le balafré, un homme de main d'une banlieue sud, qui travaille comme recouvreur de dettes et homme de main. Ce type est le cerveau derrière toute l'opération. J'ai réussi à accéder à un compte secret de Laura sur les réseaux sociaux. Il est rempli de messages entre elle et Marc, où ils planifient tout. Ils avaient un calendrier très clair. Ils auraient attendu qu'Alexandre te force à divorcer. Vous auriez vendu la villa, et ils auraient encaissé le paiement de l'assurance vie de Léo. Ensuite, ils se seraient enfuis du pays avec tout l'argent. Ce voyage aux Maldives n'était qu'un prétexte pour que Laura gagne du temps et vire le reste de l'argent d'Alexandre sur un compte offshore contrôlé par Marc. J'avais un goût amer dans la gorge. Il s'est avéré que mon fils, moi-même et toute la famille de mon mari n'étions que de grasses proies dans une partie d'échecs méticuleusement préparée. Alexandre s'était toujours vanté d'être intelligent et d'avoir une vision, mais au final, une femme et un homme de main de la rue l'avaient manipulé comme une marionnette. En pensant à ma belle-mère, qui avait toujours choyé Laura, lui achetant des cadeaux artisanaux et des vitamines pour ce ventre en silicone rempli d'air, j'ai ressenti à la fois l'envie de rire et de la pitié pour son ignorance. « Tu as sauvegardé tous les messages et les preuves ? Envoie-les-moi par email immédiatement. Je vais les imprimer et les donner directement aux inspecteurs. Avec les résultats sur le sédatif du docteur Fournier, ils ne pourront pas s'enfuir. J'ai déjà fait 3 copies de sauvegarde. Je te les envoie maintenant, mais sois prudente, Anne. On ne plaisante pas avec Marc. S'il apprend que le plan a été découvert, il pourrait agir désespérément. Ne quitte pas les zones de l'hôpital avec des caméras et du monde. Je vais demander à quelques amis de la préfecture de jeter un œil et de garder un œil sur les choses. Merci, Nora. Je n'ai pas peur d'eux. Mon fils et moi avons déjà frôlé la mort. Je n'ai plus rien à perdre. J'attends juste qu'Alexandre montre son visage humilié ici pour que je puisse moi-même planter le dernier clou dans le cercueil de son honneur. En raccrochant, j'ai ouvert mes emails, téléchargeant toutes les photos, les textes et les documents falsifiés de Laura sur mon téléphone. En lisant comment ils avaient prévu de mélanger le sédatif dans le jus de fruits et comment ils voulaient placer Léo sur la balustrade pour que cela ressemble à une chute naturelle, j'ai ressenti une douleur aiguë dans ma poitrine, comme si on m'arrachait des morceaux de chair avec un couteau. Mes larmes ont recommencé à couler, mais cette fois, c'étaient des larmes de détermination absolue. Je me suis lentement dirigée vers la porte du service de réanimation. « Léo, mon doux fils, réveille-toi vite. Maman ne laissera pas les gens qui t'ont fait du mal vivre en paix. Je les forcerai à s'agenouiller à tes pieds pour payer leurs péchés. » La pièce était exposée à la lumière, et il était maintenant temps pour ces monstres de payer le prix final de leur cruauté. Près de 12 heures après mon appel aux Maldives, j'étais toujours assise, immobile, sur les chaises de la salle d'attente du hall principal de l'hôpital. Dehors, la nuit était tombée. Les lampadaires projetaient des traînées pâles sur les grandes fenêtres. À côté de moi se trouvaient les 2 inspecteurs en civil. Avec le dossier rempli des preuves envoyées par Nora, le docteur Fournier venait de m'annoncer une nouvelle qui a fait exploser mon cœur de joie. Le pouls et les ondes cérébrales de Léo réagissaient favorablement. Il pouvait ouvrir les yeux à tout moment. J'ai joint les mains et j'ai pris une profonde inspiration pour chasser l'épuisement. Cette bataille touchait à sa fin, et je devais garder la tête froide et la posture la plus fière pour accueillir le traître. Les portes coulissantes du hall se sont largement ouvertes, et un homme s'est précipité de l'extérieur, frénétiquement. Son apparence était si pitoyable qu'il aurait été difficile de reconnaître, sans un examen plus approfondi, le digne PDG d'il y a quelques jours. C'était Alexandre. Il ne portait plus de costume repassé, mais un t-shirt froissé et en sueur. Ses cheveux étaient en désordre, et ses yeux injectés de sang montraient la panique, l'insomnie et une rage contenue. Alexandre a regardé de tous côtés jusqu'à ce que son regard se pose sur moi. Il a couru vers moi comme une bête enragée acculée. « Anne, où est le garçon ? Dis-moi la vérité, s'il te plaît. Le rapport médical est faux, n'est-ce pas ? Dis-moi que tu plaisantes avec moi. Laura est partie. Elle s'est enfuie avec l'argent dès que nous avons atterri. Je n'ai plus un centime sur mes cartes. Aide-moi, Anne. Dis-moi que tout ça n'est qu'une blague. » Je suis restée assise, sans bouger d'un pouce. Mon regard glacial a balayé son apparence pathétique. « Il y a à peine 3 jours,
Cet homme se tenait devant le service de réanimation, me jetant des papiers de divorce et prononçant les mots les plus cruels pour s'enfuir avec sa maîtresse. Et maintenant, après avoir découvert qu'il avait été trompé et volé, il rampait vers sa femme et son fils avec ce visage humilié. La vie n'est pas si simple, Alexandre. Tu penses que j'ai assez de temps libre pour plaisanter avec ma dignité et ma douleur? Regarde-toi, tu te prenais pour un grand PDG. Tu te vantais de ton intelligence et de ta vision, et au final, une escroc t'a laissé en caleçon. Ton rapport de stérilité est dans cet hôpital depuis 8 mois. Tu t'es menti à toi-même, puis tu m'as tout mis sur le dos. Maintenant que tu n'as plus rien, tu te souviens de ton fils, celui que tu voulais débrancher des machines? J'ai tout gâché, Anne. 1000 fois, j'ai tout gâché. Cette salope m'a envoûtée, elle m'a convaincue de divorcer, de vendre la maison. Je ne savais rien de l'accident de Léo. C'est elle. C'est elle qui a essayé de le tuer. Tu dois me croire, je suis son père. Dis à la police de me laisser tranquille. Je recommencerai, je me rattraperai auprès de vous deux. J'ai éclaté de rire, un rire amer qui a résonné dans le froid hall de l'hôpital. Les méchants, lorsqu'ils sont acculés, accusent toujours les autres. Il était si lâche qu'il n'osait même pas faire face à ses propres péchés. La ferme, tu n'as pas le droit de prononcer le mot père. Tu dis que tu ne savais rien? Les tests montrent une forte dose de sédatif dans le sang de Léo. Il a été mélangé dans son jus de fruits, et avant l'accident, c'est toi qui as acheté les drogues sur le marché noir en ligne. Mon ami a piraté tout ton historique de discussion. Toi et cette femme avez planifié de l'endormir et de le jeter du 2e étage. Vous vouliez utiliser la mort de votre fils pour toucher l'assurance vie de 300 000 € et vous enfuir. Tu n'es pas un homme, tu es un monstre. À ce moment-là, ma belle-mère et sa sœur se sont précipitées par la porte de l'hôpital. Elles avaient entendu qu'Alexandre rentrait d'urgence à Paris et s'était dépêché en taxi. Voyant Alexandre agenouillé à mes pieds, Thérèse s'est avancée, levant la main comme pour attraper mes vêtements et me crier dessus, comme elle en avait l'habitude. Espèce d'effrontée, qu'est-ce que tu as fait pour que mon fils s'agenouille? Relève-toi, Alexandre. Si elle ne signe pas le divorce, jette-la à la rue. Cette maison est à toi. Tu n'as pas à la supplier pour quoi que ce soit. Vanessa va me donner un petit-fils. Amène-la ici. Je vais moi-même mettre cette mauvaise mère à la porte. J'ai bondi. J'ai attrapé le dossier rempli de photos et de messages, et je l'ai claqué sur la table en acier devant elle. Ouvrez les yeux et regardez ça. Regardez bien ce petit-fils que vous attendiez tant. Votre belle-fille chérie porte un faux ventre en silicone. C'est une escroc professionnelle et son petit ami est un homme de main. Ils ont comploté avec votre précieux fils pour empoisonner Léo, me mettre à la porte de la maison. Ensuite, ils ont volé tout l'argent de votre fils et se sont enfuis. Votre fils est absolument stérile depuis 8 mois. Il ne pourra jamais avoir d'enfant. Le karma s'est abattu sur cette famille. Vous comprenez maintenant? Thérèse a regardé les photos de Vanessa enlaçant l'homme de main nommé Marc. Elle a vu le certificat médical de stérilité, puis a regardé son fils unique, pleurant de manière inconsolable et pathétique sur le sol. Elle a reculé de plusieurs pas, ses jambes tremblant, et s'est effondrée sur le carrelage. Elle a ouvert la bouche, mais n'a pas pu prononcer un seul mot. Sa fierté pour la réussite de son fils, son désir d'un petit-fils pour se vanter auprès des voisins, tout s'est brisé. Elle s'est serré la poitrine, respirant difficilement, les yeux écarquillés. Elle a regardé Alexandre avec un choc et un désespoir absolu. Les 2 inspecteurs en civil, qui observaient, se sont avancés, ont sorti leurs insignes et ont lu le mandat d'arrêt d'une voix ferme. « Alexandre, nous vous arrêtons pour suspicion de tentative de meurtre et de fraude à l'assurance. Vous avez le droit de garder le silence. Veuillez nous suivre au poste. Nous avons rassemblé toutes les preuves pertinentes. »« Non, je ne voulais pas tuer mon fils. C'est elle. Arrêtez-la. Laura m'a trompée. C'est elle qui m'a forcé. Maman, aide-moi, » dit à Anne de retirer sa plainte. « Je ne veux pas aller en prison, maman. » Les supplications déchirantes d'Alexandre ont résonné dans le hall de l'hôpital, mais personne n'a eu pitié de lui. Ma belle-mère, assise par terre, se frappait la poitrine, pleurant amèrement, se reprochant d'avoir été aveugle, d'avoir invité une vipère dans sa maison qui a fini par blesser son petit-fils et envoyer son fils en prison. J'ai croisé les bras, observant froidement les menottes se refermer sur les poignets d'Alexandre. Cet homme qui, autrefois, se tenait fièrement devant le service de réanimation, piétinant la vie de son fils, devait maintenant baisser la tête et être traîné, humilié. La justice avait enfin parlé, et la sale comédie de sa famille était officiellement terminée. Dans les jours qui ont suivi la mise en accusation d'Alexandre, la tempête a balayé les derniers vestiges de cette famille de traîtres. La presse et l'opinion publique
ont été horrifiés d'apprendre que le PDG d'une entreprise de construction avait comploté avec sa maîtresse pour droguer et pousser son fils de 6 ans d'un balcon afin de toucher une assurance vie de 300 000 euros. L'indignation de la société s'est abattue sur lui. Son entreprise a immédiatement perdu tous ses contrats avec ses partenaires. Les actionnaires ont retiré leur capital et les créanciers se sont présentés au siège. En moins d'une semaine, l'empire dont Alexandre s'était tant vanté a fait faillite, laissant derrière lui des dettes colossales et impayables. Les filets de la justice sont vastes et ne laissent personne s'échapper. Laura et son homme de main Marc pensaient pouvoir s'enfuir avec l'argent volé, mais ils avaient sous-estimé les autorités. Dès qu'Alexandre a avoué tout le plan, un mandat d'arrêt national a été émis et les comptes ont été gelés. Ils ont été arrêtés à la frontière espagnole alors qu'ils tentaient de traverser. Les biens volés sur le compte d'Alexandre ont été gelés à temps pour l'enquête et les dommages-intérêts civils. Au poste, Laura n'a plus joué le rôle de la dame délicate. Elle a pleuré à chaudes larmes et a rejeté toute la faute sur Marc et Alexandre. Mais les preuves, textes, historiques de transactions et contre-interrogatoires, les liaient au crime de fraude et de complot en vue de meurtre. Quant à Thérèse, le choc immense l'a complètement brisée. De femme critique, toujours prompte à juger et à mépriser sa belle-fille, elle est devenue une ombre pâle et chancelante. Elle a dû vendre la maison de la Creuse pour payer les dettes urgentes qu'Alexandre avait contractées à son nom. Le fils unique qu'elle avait mis sur un piédestal faisait maintenant face à des décennies de prison. Les voisins lui ont tourné le dos. Et ses propres parents ont coupé les ponts avec elle, ne pouvant accepter quelqu'un qui avait tenté d'assassiner son propre sang. Elle vit maintenant seule dans une minuscule chambre louée, malade et sans le soutien de personne, se repentant amèrement. Mais tout repentir est arrivé trop tard. Pour moi, toutes les punitions qu'ils ont reçues ne m'ont pas apporté autant de bonheur que le moment que j'ai vécu le matin du 5e jour au service de réanimation. Ce jour-là, les premiers rayons du soleil d'hiver sont entrés par la fenêtre de l'hôpital, éclairant le visage mince de Léo. J'étais assise, serrant la petite main de mon fils remplie de tubes de perfusion, priant, appuyé sur le bord du lit. Soudain, ses doigts ont légèrement bougé. J'ai sursauté et levé la tête. Ses longs cils ont tremblé, et il a lentement ouvert ses yeux clairs. Il m'a regardé, un peu groggy à cause des médicaments, mais ses lèvres gercées ont faiblement formé un mot. « Maman, maman, j'ai mal à la tête. Fais-moi un câlin. » Mon cœur a eu l'impression d'exploser. Je l'ai serré dans mes bras, pleurant sans pouvoir m'arrêter, jusqu'à ce que mes larmes trempent son visage. Mes pleurs ne venaient plus de la frustration ou du désespoir, mais de ceux d'une mère qui avait arraché la vie de son fils à la mort. Le docteur Fournier et l'équipe médicale se sont précipités, ont poussé un soupir de soulagement et m'ont informé que le cerveau de Léo réagissait extrêmement bien. Il était complètement hors de danger et ne subirait pas de séquelles neurologiques graves s'il suivait une rééducation. À ce moment-là, j'ai su que mon fils et moi étions nés de nouveau. 3 mois après la tempête, la santé de Léo était rétablie à plus de 80%. Il pouvait de nouveau courir et rire, même s'il boitait parfois légèrement. Le procès contre Alexandre et ses complices s'est déroulé sous l'œil vigilant du public. Devant le tribunal, un Alexandre hagard et tremblant a été condamné à 18 ans de prison pour ses actes ignobles. Laura et Marc ont également reçu de lourdes peines pour leur cupidité et leur cruauté. Le juge a également prononcé le divorce en ma faveur. J'ai obtenu la garde exclusive de Léo, et les droits parentaux d'Alexandre ont été définitivement révoqués. La villa de Neuilly, un bien matrimonial dont j'étais copropriétaire et pour lequel j'ai pu prouver ma contribution financière, m'a été attribuée pour assurer le bien-être de mon fils. Ce jour-là, debout sur les marches du tribunal de Paris sous un ciel bleu sans nuages, j'ai pris la main de Léo et je suis partie, laissant derrière moi toute l'amertume, l'humiliation et la douleur d'un mariage désastreux. Je me suis souvenu de ce que ma mère disait souvent. Pour une femme, le mariage, c'est comme une loterie. Peu importe que tu sois intelligente ou belle. La chance compte. Avant, je croyais à cette phrase. Je maudissais mon sort de m'avoir fait rencontrer un homme aussi cruel. Mais maintenant, j'ai réalisé que la chance ne vient pas d'elle-même. Quand vous êtes poussé au bord de la trahison et de la méchanceté, la lucidité, le courage et l'instinct protecteur d'une mère sont les armes les plus tranchantes pour renverser la situation. Dans cette vie, le karma n'oublie jamais personne. Ceux qui utilisent la cruauté et la tromperie pour écraser les gens qui les ont soutenus depuis le début et qui attendent à la vie de leur propre sang finiront tôt ou tard par brûler dans les flammes de leurs propres ambitions. Mon fils et moi avons traversé la nuit la plus sombre pour pouvoir maintenant accueillir librement le soleil. J'ai vendu la villa et j'ai acheté un appartement confortable dans le quartier des Batignolles, où il ne restait aucun souvenir triste. J'ai ouvert une petite entreprise.
Chaque jour, j'emmène Léo à l'école et je nous prépare nos repas. La vie peut nous infliger des coups mortels, mais tant que nous n'abandonnons pas, après la tempête, le soleil brille toujours. Assise dans notre nouvelle maison un après-midi, alors que les derniers rayons du soleil peignent le balcon en or, je regarde Léo, absorbé par son dessin près de la fenêtre. Le bruit des crayons de couleur se mêle à la brise qui fait bouger les fleurs, créant un silence étrangement apaisant. Depuis combien de temps n'avais-je pas ressenti cette paix véritable, une paix qui n'exige pas de me cacher, qui ne me force pas à dépendre de l'humeur de quelqu'un d'autre, et sans les cauchemars des bips nocturnes des moniteurs cardiaques. En regardant mon fils grandir, je me demande parfois si ce jour-là je n'avais pas gardé la tête froide, si j'avais choisi la persévérance aveugle, faisant confiance au lien du sang, où serions-nous maintenant? Peut-être aurions-nous disparu, devenus des statistiques froides dans un rapport d'accident, permettant aux méchants de vivre librement sur nos restes. Cette terrible tragédie a été comme une inondation. Elle a emporté tout ce que j'appréciais, mais elle a aussi révélé les fondations pourries de ce mariage dont j'étais si fière. J'ai toujours été une femme traditionnelle, qui croyait qu'une concession apportait la paix. Je croyais que si je me consacrais entièrement à mon mari et à mon fils, si j'étais obéissante et réfléchie, mon foyer serait à jamais en sécurité. Je me trompais. Je me trompais douloureusement quand j'ai oublié que la gentillesse, entre de mauvaises mains, devient un appât pour les cruels. J'ai réalisé que la villa étincelante n'était qu'une cage de verre luxueuse dans laquelle je m'étais volontairement enfermée, manquant de perdre la vie de celui que j'aimais le plus. Ce réveil est venu tard et avec des cicatrices, mais il m'a sauvé la vie, me transformant d'un brin d'herbe fragile battu par le vent en un chêne solide, prêt à protéger son fils de toute tempête. À toutes les femmes et les mères qui m'écoutent à travers mon histoire de sang et de larmes, je tire une leçon vitale que je veux transmettre. Le mariage est peu, être une loterie, mais nous ne pouvons pas nous asseoir et attendre que la chance et l'honnêteté des autres nous sauvent. Ne devenez jamais une ombre dans votre propre maison. Ne laissez jamais l'amour pour un homme vous enlever le droit à la lucidité, à poser des questions, à protéger votre dignité et vos biens. Si la personne qui marche à vos côtés est prête à vous pousser à l'eau pour se sauver, vous devez être la première à savoir nager et à prendre la barre. Le sacrifice est noble, mais se sacrifier pour quelqu'un qui ne le mérite pas est une stupidité. Aimer avec un cœur brûlant, mais regardez la vie avec un esprit froid. Quelle que soit la situation, gardez toujours une issue de secours. Conservez des preuves, des chiffres et des vérités, car parfois, c'est notre arme ultime pour réclamer justice. En repensant au chemin parcouru, de la mère qui s'est effondrée devant la porte des urgences à la femme glaciale debout devant le tribunal, regardant un traître être emmené menotté, j'ai l'impression d'avoir vécu 2 vies. La force ne vient pas de nulle part. Elle se forge dans les profondeurs de la douleur et de la trahison. Quand vous voyez votre propre fils être piétiné, quand vous voyez que l'homme avec qui vous avez partagé votre lit est un démon, vous comprenez qu'il n'y a pas de plus grande peur que de perdre un enfant. Et c'est précisément cette peur qui devient une force imparable pour riposter. Le karma existe dans ce monde. Il peut être en retard, mais il n'oublie personne. Qui sème le vent récolte la tempête. Qui utilise le mensonge pour être heureux construit des châteaux de sable qui s'effondrent lorsque la vérité éclate. Ne blâmez pas Dieu d'être injuste. Croyez que chaque coup que la vie vous porte est une occasion de vous dépouiller de votre naïveté et de devenir plus forte et plus incassable. Ma vie a ouvert une nouvelle page. Il n'y a plus de fausse splendeur, mais elle est remplie de rires sincères. Merci à ce médecin dévoué, merci à mon ami fidèle qui m'a soutenu dans l'obscurité, et surtout, merci à moi-même de ne pas avoir abandonné. Si mon histoire aide quelqu'un à se réveiller ou donne un peu de force à une femme dans une situation difficile, n'hésitez pas à laisser un like et à partager vos pensées. Vos encouragements sont notre plus grand réconfort. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à écouter des leçons humaines tirées de vies réelles. Votre soutien est notre moteur. La nuit est tombée, la lumière dans le petit appartement est chaude et douce. Léo a terminé son dessin. C'est nous deux, main dans la main dans un champ de fleurs. Son sourire est aussi éclatant que le soleil du matin. Je serre mon fils dans mes bras. Je respire l'odeur de la paix. Et je sens que mon cœur est enfin complètement guéri. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous de trouver, après les tempêtes de la vie, un havre de paix rempli de sérénité et de bonheur. Bonne nuit.